Alors, l'autre volet de sa question, c'était donc on revient à la situation monopolistique dont vous parliez en même temps. Moi, j'ai apprécié le fait que l'Union des consommateurs de Côte d'Ivoire ait saisi la Commission de la concurrence. Donc, il faut faire confiance en nos institutions, parce que maintenant que la Commission de la concurrence est mise sur pied et que nous avons la Commission de la concurrence au niveau de l'UEMOA, il faut maintenant que les acteurs économiques jouent leur rôle, tout simplement. Et là, tous ceux qui ont intérêt peuvent saisir une commission, peuvent saisir le ministre pour qu'une décision soit prise. Mais qu'elle se rassure, il y a d'autres investissements de brasserie en cours, donc cette situation monopolistique ne restera pas très longtemps. Et je le dis, ceux qui se battent pour obtenir des monopoles en Côte d'Ivoire mènent un combat d'arrière-garde qui est perdu d'avance. L'avenir va vers plus de concurrence. Dans quelques temps, vous allez avoir plus de supermarchés et d'hypermarchés en Côte d'Ivoire. Donc ça aussi, nous nous sommes battus pour les obtenir, pour attirer ces investisseurs et qui sont en train de construire en ce moment. Donc d'ici la fin de l'année, vous allez avoir une vraie compétition des acteurs de la distribution. Donc on n'est pas très loin de changements fondamentaux en ce qui concerne la concurrence et la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, le cas Bolloré au niveau du port, ça n'a rien changé, parce que le port d'Abidjan demeure toujours l'un des ports les plus chers. Mais je vous remercie déjà de constater que le port d'Abidjan, c'est vous-même qui le dites, demeure un des ports les plus chers. C'est pas un des ports les plus chers, c'est le port le plus cher de cette région en ce moment, parmi les ports qui se respectent. J'avais dénoncé ça en 2003-2004. Ma position est restée la même. Et c'est pas contre une personne, c'est une question de principe. Et le droit de la concurrence favorise la multiplicité des entreprises. Donc on ne doit pas favoriser les monopoles. Et j'ai dit, c'est un combat perdu d'avance. Il y aura à l'avenir d'autres offres et il y aura à l'avenir d'autres terminaux. Ça, j'en suis persuadé, parce que la Côte d'Ivoire ne peut pas reposer que sur un seul acteur. Et il faut, je le répète, qu'il y ait plus d'Ivoiriens qui s'impliquent dans la vie économique du pays. Aujourd'hui, le transport urbain, port autonome d'Abidjan, périmètre d'Abidjan, c'est-à-dire transporter d'Abidjan du port à Yopougon, à Cocody, au plateau ou à Bobo, est plus cher que de transporter d'Abidjan à Bouaké ou à Korogo. Allez comprendre. Tout simplement parce que nous avons une situation monopolistique. Donc oui, je combats le monopole, je le dis haut et fort. Et la Côte d'Ivoire deviendra plus compétitive quand nous allons avoir plus d'offres et une véritable concurrence libre et parfaite. Votre avis est encore à partager et elle répondra finalement à la préoccupation de M. Cheikh Soumaoro qui demande, Monsieur le ministre, que pensez-vous de l'augmentation du prix du kilowattheure? Il n'est pas encore pratiqué. Il y a un gros débat là-dessus. Donc ne dites pas que le prix du kilowattheure a augmenté. Mais pourquoi il n'est pas pratiqué? Alors qu'il avait été annoncé même au Conseil des ministres, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas été annoncé. Bon, on a fait cas d'une... Il n'a pas été annoncé en Conseil des ministres. Il y a une discussion sur l'équilibre du secteur énergétique en Côte d'Ivoire. Donc il y a des propositions sur la table et vous devez savoir que en ce qui me concerne, en ce qui concerne le ministre de l'Industrie et d'autres, nous avons marqué un gros bémol sur cette augmentation. Et je ne pense pas, même si elle peut s'avérer nécessaire pour l'équilibre du secteur et l'investissement dans le secteur, elle ne sera pas de l'impact que certains peuvent croire. La Côte d'Ivoire est un pays qui a un secteur de l'électricité qui marche plutôt bien. Nous sommes en phase d'investissement. Aujourd'hui, si vous allez en Afrique du Sud, vous avez des coupures d'électricité toute la journée.
tout le monde a un groupe électrogène. Il y a des coupures en Côte d'Ivoire aujourd'hui que vous constatez, tout simplement parce que nous devons apporter plus d'équilibre dans le secteur et faire des investissements qui sont coûteux. Donc ces investissements doivent se faire. Sinon demain, on va nous reprocher de ne pas du tout avoir d'électricité. Donc il vaut mieux avoir une électricité que l'on paye un peu plus cher plutôt que pas d'électricité du tout. Certains Ivoiriens se souviennent en 1982 les longues périodes de délestage dues à un déficit de l'offre, et on a dû faire des investissements rapides et coûteux. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là. Il y a l'augmentation du prix, la réaugmentation du prix du pétrole, l'augmentation du dollar, qui a un coût. Donc ce coût-là, on ne veut pas le répercuter complètement. Et moi, je voudrais que l'on préserve l'économie, la compétitivité de notre économie. Donc cette augmentation, je l'espère dans les discussions avec mon collègue, cette augmentation sera mesurée. Monsieur Fétégué Konaté dit, Monsieur le ministre, le contrôle des instruments de mesure sur les marchés est-elle une action sporadique de charme ou une action permanente de votre ministère? Le ministère de contrôle, vous l'avez dit. Alors on parle de la vérification des instruments de mesure. Ça se fait depuis 1963 en Côte d'Ivoire. Chaque année, il y a une période précise où il y a une vérification des instruments de mesure et il faut préciser que pendant cette période, il n'y a pas de sanctions. On vérifie que les instruments de mesure à la destination des consommateurs soient bien calibrés. Température, pesée, vitesse, volume, tout ça est mesuré pour le plus grand bien du consommateur. Parce que si vous allez acheter 1 kg et que vous recevez 800 grammes, vous allez forcément payer plus cher, et en plus vous êtes troublé. Après ça, nous faisons des contrôles répressifs. Et les contrôles répressifs se font toute l'année, en dehors de cette période de vérification des instruments de mesure. Donc ce n'est pas une opération de charme, c'est une opération qui est nécessaire. Et quand on parle des femmes du vivrier, malheureusement, ce sont des personnes qui vont trop souvent à la criée ou bien avec des critères en tas, la taille du poisson. Nous travaillons pour qu'elles travaillent, pour qu'elles vendent à la pesée. Ce sera beaucoup plus rémunérateur pour elles-mêmes et beaucoup plus vrai pour le consommateur. Monsieur le ministre, on l'a vu dans la vidéo que nous avons écoutée tout à l'heure, mademoiselle Kra demande concernant le décret d'interdiction de la vente du pain dans la rue. Un décret a donc été pris, elle note qu'il n'est pas appliqué, elle demande quelles sont les motivations qui ont justifié cette décision aujourd'hui, pourquoi est-ce que des mesures ne sont pas prises pour que ce décret justement puisse être mis en application. Alors, d'abord, c'est un arrêté ministériel, interministériel, qui a été demandé par la Corporation des artisans boulangers eux-mêmes. On travaillait avec le ministère pendant plus d'1 an pour arriver à cette décision. Le pain est vendu dans des conditions d'hygiène vraiment décriées en Côte d'Ivoire. Vous avez des usines à pain qui produisent le pain tous les jours et qui voient des distributeurs qui vont répartir ce pain dans l'ensemble de la ville. Dans des pousse-pousse, ramassés ça et là, et comme je dis, dans des conditions d'hygiène qui ne sont pas acceptables. Vous avez de plus en plus de boulangers artisans, donc qui ont leur boulangerie dans un quartier, comme ça se fait en Europe. Il est mieux pour un consommateur de se rendre chez le boulanger, acheter son pain, produit dans des conditions d'hygiène impeccables, et de l'acheter là, plutôt que d'aller le prendre dans des pousse-pousse et des revendeurs où le pain devient mou, perd sa qualité et tout ça. Donc ce sont les artisans boulangers eux-mêmes qui l'ont demandé. Aujourd'hui, nous avons pris cet arrêté
Mais comme beaucoup de textes que nous prenons, l'indiscipline fait que certains continuent les comportements qu'il ne faut pas. Alors quand on les attrape, on les sanctionne. Mais je vous ai dit les problèmes que nous avons pour être partout en ville à la fois. Et il ne faut pas confondre la tolérance et le fait que nous ne voulons pas sanctionner. Vous avez des distributeurs qui avaient l'essentiel de la marge sur le pain, menaçant l'existence même des boulangers. Maintenant, les boulangers ont un arrêté qui répond à leurs desiderata. Il faudrait eux-mêmes qu'ils fassent le ménage au sein de leur corporation pour que des boulangers ne vont pas se servir encore de revendeurs pour mettre le système à mal. Moi, j'ai pris mes responsabilités en allant dans le sens de la boulangerie, qui est un métier noble, mais il ne faudrait pas que les décisions que nous prenons ne soient pas appliquées sur le terrain. Nous pouvons sanctionner très fortement. Monsieur Ouma, mais si vous sanctionnez, on ne les voit pas, on ne sait pas que vous sanctionnez. Vous ne communiquez pas là-dessus. Mais, monsieur Adrien, vous n'avez pas communiqué tous les matins sur des personnes que vous sanctionnez sans arrêt. Mais c'est important, monsieur le ministre. Mais, parce qu'on a l'impression que vous... Écoutez, tous les jours, au moment où je vous parle, il y a des sanctions qui sont en train d'être prises. Mais oui, mais on peut faire un récap chaque semaine ou chaque fin de mois pour dire voici les personnes qui ont été sanctionnées. D'accord, on vous le fera. Mais je vais vous dire, beaucoup d'éléments existent sur notre site internet. Nous sommes très transparents en termes d'information. Mais quand il s'agit du contrôle et de la sanction, il faut aussi laisser, il faut respecter les droits et devoirs des personnes concernées. Une personne qui est sanctionnée a droit à un recours. Donc moi je reçois souvent des recours ici que j'analyse et on répond aux personnes en leur expliquant pourquoi elles sont sanctionnées. Si la sanction est jugée trop sévère, en dernier recours, moi je peux soit annuler la sanction, soit diminuer la sanction. Donc, on ne peut pas non plus, dans l'heure qui suit un contrôle, vous dire voilà, nous avons attrapé un tel. S'il s'avère être innocent, ce serait dommage de dire bon, on a dénoncé telle personne et après la personne est innocente, c'était plutôt telle autre personne qui était le véritable coupable, la personne véritable coupable. Donc oui, on peut vous donner une liste des sanctions de prise. Moi, j'ai aucun problème là-dessus. Monsieur Ouma de Lamboté nous apporte une information. Monsieur le ministre, vos collaborateurs et vous-même avez participé à la présentation d'une application conçue pour aider les consommateurs à mieux lutter contre la vie chère. Ce projet est-il toujours d'actualité? Alors, il s'agit d'apporter l'information au consommateur. Nous voulons mettre au service du consommateur tous les outils permettant de juger les prix en Côte d'Ivoire et de savoir où les produits sont le moins chers. Il faut se souvenir qu'en Côte d'Ivoire, la loi dit que les prix sont libres. Donc, on ne peut pas, moi en tant que ministre du Commerce, imposer un prix. Ça a été tenté par le passé, mais ça a été une catastrophe. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, au début des années 90, c'était le plan commun. Alors, il y avait une liste de produits, vous pouvez même retrouver les journaux de l'époque qui montraient la liste et les catégories de produits qui étaient visés avec un prix fixé. Certains se plaignent aujourd'hui d'un prix des loyers. Donc tout ça avait été fixé. Mais le contre-coup a été immédiat. Les commerçants se sont arrêtés de travailler, on dit que les prix ne leur convenaient pas, les loyers, plus personne ne voulait louer, donc le contre-coup était immédiat. Nous sommes dans un système libéral. Donc on ne peut pas imposer un prix, à part les prix réglementés qui sont bien connus. Médicaments, hydrocarbures, livres scolaires, voilà. Donc, là on le sait. Donc nous avons cet outil, e-conso et d'autres, où nous publions, où le consommateur peut aller chercher quels sont les prix les plus favorables pour lui et se rendre dans le magasin en question. Et c'est assez interactif, c'est que les consommateurs eux-mêmes alimentent la base de données en termes d'information. Justement, au niveau des prix du loyer,
je veux dire, un séminaire gouvernemental, en tout cas, d'une réflexion sur le coût du loyer qu'il fallait peut-être plafonner ou voilà, ce qu'il fallait faire pour aider un peu la population, comme un peu au Sénégal, où il y a eu des décisions assez fortes. En Côte d'Ivoire, on a l'impression que... Non, c'est fait, mais donc le ministre de la Construction et de l'Habitat, il travaille pour, limiter le nombre de loyers. Alors, sur le nombre de mois de caution, sur le taux d'augmentation que l'on peut pratiquer par an ou lors du renouvellement du bail, et des zones de la ville qu'il faut voir dans telle catégorie de loyer. Mais c'est pas facile à mettre en application. Convenez avec moi que vous pouvez pas, si vous êtes propriétaire d'un appartement et que vous imposez un loyer, je suis pas sûr que vous ayez le même discours côté propriétaire que côté locataire. Hein. Mais la reprise économique en Côte d'Ivoire et notamment à Abidjan, le retour de la BAD et d'institutions amène une forte pression sur les logements et forcément sur les loyers. Et le coût de la construction avec le prix du ciment aussi est impacté. Je l'ai dit, Abidjan est cher, c'est le propre des grandes villes. Quand vous regardez les villes les plus chères du monde, vous trouvez toutes les capitales économiques du monde les plus appréciées. Et Abidjan est une ville appréciée dans la sous-région, donc Abidjan de ce côté-là risque de rester cher. Malheureusement, comme heureusement, ça dépend où vous passez. Maintenant, vous avez toujours la possibilité d'aller vous installer dans le handball, à Katoula ou à Dabakala, et vous aurez des loyers extrêmement abordables. Et le code le code d'investissement en Côte d'Ivoire est favorable à tous ceux qui vont investir en dehors d'Abidjan. N'oublions pas ça. Ça aussi, c'est un facteur de compétitivité, parce que chercher un terrain industriel à Abidjan aujourd'hui relève quasiment du miracle, et vous aurez plus d'avantages fiscaux à vous installer à une certaine distance d'Abidjan et dans d'autres zones où vous allez bénéficier clairement de plus de compétitivité de ce côté-là. Pour clore les questions liées à vos activités sur le ministère du Commerce, nous allons vous donner lecture de la préoccupation de M. Bougadari Diallo. M. Bion, lorsque vous étiez président de la Chambre de commerce, vous avez rêvé d'un ministère du Commerce à parfaire. Maintenant que vous êtes aux commandes, pensez-vous qu'il est facile d'apporter des réformes dans ce ministère? Facile, non. Mais les réformes sont nécessaires. Donc, dès que je suis arrivé, d'abord, pour l'ensemble de la population, nous avons regardé les textes qui régulent le commerce en Côte d'Ivoire et qui datent des années 60. Donc en ce moment, nous avons une revue générale des textes pour les moderniser, les mettre à jour et faire en sorte qu'ils soient plus appropriés au commerce moderne, dans tout ce qui est e-commerce, distribution moderne, protection des consommateurs et prise en compte. Nous avons le code de la consommation, le code de la concurrence et la commission de la concurrence, donc tout ça a été revu. Maintenant, dans l'organisation même du ministère, ces deux grandes directions essentiellement, le commerce intérieur et le commerce extérieur. Et au niveau du commerce extérieur, nous avons la stratégie nationale d'exportation qui a été prise et nous sommes en train de se mettre à jour avec toutes les institutions du commerce international. Et la Côte d'Ivoire, qui était très en retard, est aujourd'hui en train de prendre de l'avance par rapport aux autres pays. Donc ça, c'est un acquis indéniable. Au niveau du commerce intérieur, nous couvrons le territoire national. Et les différentes directions départementales et régionales que nous avons sont sous-équipées, parfois sous-staffées, et trop éloignées de la base en termes de communication et tout ça. Très vite, j'ai voulu y remédier en dotant les différentes directions de moyens matériels pour travailler. Là, ça se fait au rythme de l'investissement et du déblocage budgétaire que l'on peut avoir. Mais j'espère qu'on va arriver à avoir
ce ministère mieux outillé. Partout où je suis passé, au niveau de la Chambre de commerce, quand je suis parti, nous avons laissé un instrument qui était en difficulté quand nous sommes arrivés. Nous avons laissé un instrument en bonne santé, présent sur l'ensemble du territoire national, avec des services qui fonctionnaient. Quand nous avons pris le CNSE, les Ivoiriens ne savaient pas que ça existait. Aujourd'hui, il est installé, structuré, organisé. Au niveau du ministère du Commerce, c'est un ministère qui... Nous n'avons pas encore terminé sa structuration, mais c'est vraiment bien avancé. Lorsque nous avons scindé le ministère et laissé l'artisanat et les PME, pour la première fois, vous voyez un ministère qui se scinde avec un collègue qui part avec un matériel clairement identifié pour l'artisanat et les PME. Donc, la semaine dernière, nous avons remis ne serait-ce que 14 véhicules, rien que pour l'artisanat et les PME. Donc c'est vous dire que les départements étaient clairement structurés. Et aujourd'hui, le ministère du Commerce, qui est un ministère de contrôle et un ministère important, c'est un ministère carrefour, c'est le ministère qui doit traduire la préoccupation des Ivoiriens en réalité. Le pouvoir d'achat, nous, c'est pas nous qui le créons, mais c'est vers nous que l'on se tourne pour voir s'il s'améliore. Donc, il est important que ce ministère soit bien structuré, avec les compétences qu'il faut, et bien sûr, lutter en permanence contre les mauvais comportements que nous trouvons trop souvent dans l'ensemble de beaucoup de services administratifs. Et les meilleurs souffrent de comportements des moins bons. Ok. Oui. Juste une question. En cette période de Ramadan, qu'est-ce qui est fait par le ministère pour essayer de contenir les prix et pour permettre aussi un approvisionnement massif du sucre en Côte d'Ivoire? Bon, la Côte d'Ivoire n'a pas de problème de déficit sucrier. Donc, la Côte d'Ivoire produit suffisamment de sucre et même le surplus est exporté. Nous avons travaillé avec l'association des sucriers en Côte d'Ivoire et ils nous ont garanti qu'il n'y aurait pas de problème. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Par contre, nous constatons beaucoup de sucre importé de façon frauduleuse et qui utilise l'emballage de l'industrie locale pour mieux se vendre, c'est-à-dire qu'il le transvase dans les emballages produits localement. Donc ça, nous le combattons. Nous faisons des saisies, surtout que c'est du sucre tout venant qui est souvent transporté dans des conditions que vous pouvez imaginer. Mais soyez rassurés, chaque année, nous attendons au Ramadan et chaque année les dispositions sont prises pour qu'il n'y ait pas de problème de ce côté-là. Tous ceux qui ont menacé en disant oui, il y a un risque de pénurie et qui ont importé énormément de sucre sont retrouvés avec un surplus de sucre sur le territoire et tout le monde y perdait son compte. Monsieur le ministre, outre vos activités, évidemment, de ministre, vous êtes également dans l'arène politique. Et aujourd'hui, certaines préoccupations ont été recueillies que nous vous soumettons. On commence par celle de M. Kopa Raymond. Il demande si vous êtes intéressé à jouer de grands rôles dans la future coalition RHDP. Je crois que je joue déjà. Vous savez, je suis de ceux qui ont très tôt défendu l'idée RHDP. Parce que la Côte d'Ivoire a souffert de la désunion. À partir du moment où les cousins d'un même parti, d'un même mouvement oufouettiste, au départ, se retrouvent, nous avons plus de cohésion sociale et il est important que nous ayons un vrai débat politique en Côte d'Ivoire basé sur l'idéologie politique et non pas sur les personnes, sur l'ethnie ou autre chose. Le PDCI, le RDR, tout le bloc RHDP est le bloc de droite. Et le bloc de gauche est mené par le FPI.
quand vous avez ces deux pôles politiques, vous oubliez les questions, les querelles de personnes et les querelles ethniques et religieuses. Il faut que le débat politique revienne au débat politique. Et on puisse dire, voilà l'approche économique et sociale que j'ai contre l'autre bord politique qui doit aussi défendre un programme et être un véritable opposant que l'on doit respecter, parce que c'est celui qui, en cas de victoire pour lui, assure l'alternance politique. Donc voilà mon point de vue sur la politique. Donc RHDP, bloc de droite, c'est là où je me retrouve et je compte mener mon combat au sein de ce bloc-là. Ça ne me pose aucun problème aujourd'hui de dire je suis avec ma carte PDCI élu sur une liste RDR et les membres de ma liste étaient tous RHDP. Donc ça ne nous a posé aucun problème de ce côté-là. Et nous avions raison avant les autres quand on voulait tous se présenter en RHDP. La preuve, nous allons accompagner le président de la République pour son deuxième mandat sur une liste RHDP. Donc c'est le bloc de droite, comme je l'ai dit. Et c'est là que je me reconnais politiquement. En ce qui concerne le futur, nous avons déjà un candidat. La préoccupation de 2020 est trop loin. Nous avons un candidat que nous devons accompagner pour se faire réélire et continuer le travail qui est fait pour redresser la Côte d'Ivoire. Personne ne peut imaginer l'état dans lequel la Côte d'Ivoire était au moment où le président prenait fonction. Beaucoup de choses sont faites pour améliorer le climat des affaires, pour améliorer les infrastructures, pour améliorer le niveau d'éducation. Ce sont des investissements qui vont être payants pour demain. Moi, je pense que on doit encore exploiter, je le dis, exploiter le président Ouattara pour qu'il puisse avancer encore plus dans ce travail-là les 5 prochaines années et laisser une Côte d'Ivoire plus facile à gérer pour les générations futures. Ce qui nous amène en 2020 un pays bien construit aujourd'hui qui comble un certain nombre de retards sera plus facilement gérable dans le futur à partir de 2020. Mais c'est un peu tôt pour parler de 2020. Que les Ivoiriens ne s'inquiètent pas. Le rendez-vous de 2020 arrivera. Ceux qui seront là vont le vivre et une nouvelle génération d'hommes politiques va s'inscrire dans ce combat-là. Il appartiendra aux Ivoiriens en toute liberté de faire leur choix et de choisir la personne la plus à même de mener la Côte d'Ivoire vers une émergence certaine. Vous avez dit que 2020 c'est loin, mais le 25 avril à la convention, le président Bédié a dit que alternativement, de façon alternative et prioritairement, c'est un candidat du PDCI qui sera un candidat du RHDP en 2020. Vous savez, nous sommes en démocratie. Les hommes ont des souhaits. Au final, c'est le peuple qui décide. Donc, nous allons avoir forcément en 2020 un candidat, mais il ne faut pas oublier que nous avons également une opposition. Au final, comme je l'ai dit, c'est le peuple qui décide. Et le PDCI est le plus vieux parti de Côte d'Ivoire. Pour moi, je souhaite voir aussi un candidat issu de la mouvance PDCI accepter de revenir au pouvoir. Mais on le dit, sachant bien que nous allons aller vers la réunification d'un parti beaucoup plus grand. Ceux qui s'opposent à l'union, c'est simplement parce que peut-être qu'ils ne pourront pas exister dans un système plus grand, un système plus compétitif. Mais bon, on ne peut pas aller contre le progrès. Monsieur Bion, nous avons eu beaucoup de plaisir à vous recevoir durant ces quelques minutes pour répondre aux préoccupations des Ivoiriens. Malheureusement, le timing nous oblige à mettre fin à cette interview, à ce premier rendez-vous, et nous aurons beaucoup de plaisir à vous recevoir, toutefois que les internautes en manifesteront la volonté. Merci, monsieur le ministre. Merci à vous, merci à tous.